Bonjour Suzy, bonjour Marie-Laure, bonjour Gilles. Bon, à l'époque, on n'avait pas le choix. On vit dans un monde, faut voir. On peut pas tout dire, hein. C'est comme ça. C'est la vie. Parce que pour comprendre le monde qui nous entoure, il faut comprendre le monde duquel on vient. Vous entendrez ici des portraits qui retracent la vie de nos aînés. Je suis Capucine Jacob et vous écoutez Entre-temps, un trait d'union entre hier et aujourd'hui, un espace de parole où le passé est raconté par ceux qui l'ont vécu, et vous allez voir, c'est passionnant. Est-ce que vous croyez que le monde va mieux ? Je ne sais pas. Vous m'en demandez trop. Le portrait que je vous propose aujourd'hui est celui de François, un homme attachant qui occupe une place particulière dans mon cœur puisqu'il s'agit de ma toute première interview pour le podcast. Je me rappelle encore de lui qui m'attendait dans son salon, concentré et serein, et si malheureusement François n'est plus avec nous aujourd'hui, je garde aussi le souvenir d'un marin aux yeux clairs dont la vie fut pleine de rebondissements. Ici, on parle de la vie, de la guerre et d'amour, le tout bercé par la mer qui l'aimait tant. Alors si le cœur vous en dit à vous aussi, larguez les amarres et préparez-vous à embarquer avec François pour un voyage en bateau des plus mémorables. Bonne écoute. Je suis né le 2 mai 1932. Ici, la maison, la rue de la Corniche, la vieille maison, là, la maison de mon arrière-grand-père. Et la fortune de Cesson à l'époque, c'était les coqs. Il fallait des ânes. Parce qu'un cheval dans la grève, il avait des rhumatismes, il était handicapé par les genoux. Et tandis que les ânes, qui ventent, qui glacent, qui avaient de la neige et tout sur le dos, ça bougeait pas. C'était la plus grande baie de coqs ici. Hein. Ma grand-mère expédiait à La Rochelle, mes deux grand-mères à La Rochelle, Bordeaux. Le boulevard Clémenceau jusqu'à derrière la gare, c'est que des charrettes avec des ânes pour faire les trains de coqs. Ah, il fallait pas faire du mal à un âne, hein, ni quoi que ce soit. D'ailleurs, les ânes, on leur faisait jamais de mal, ils faisaient partie de la maison. Comme nous, on avait Jeannot, là, l'âne, ben, il faisait partie de la maison. On mettait mes petites nièces, ils étaient plus jeunes que moi, et ben, il y en avait 2 ou 3 sur son dos, et ben, il y avait la grand-mère qui disait, Jeannot, attention, t'as les petits sur ton dos. Ben, l'âne, il faisait pas de bêtises, il allait doucement avec ses gosses. Et puis mon chien, il y avait toujours mon chien. Il s'appelait Porto. Oh, le joli coco. Mais alors, il adorait la grève. Et puis, quand il y avait le poisson, il se mettait dans le sable dans la grève. Ben, lui, ça bien les trouver, hein. Les gars des Lions, pour jouer avec lui, il avait donné des araignées. Il s'était fait pincer. Ben, si on ramenait des araignées à la maison et puis la porte n'était pas fermée, et ben, le lendemain, on pouvait jouer au boule avec les araignées. Il avait cassé toutes les pattes. Et le chien était toujours avec l'âne. Ah oui, oui. Ils sont venus tous les deux en même temps à la maison et ils ont été inséparables. Et ils jouaient, quand l'âne était sur la charrette, le chien il montait sur son dos, puis il l'attrapait par la crinière, il le secouait. Et autrement, vice-versa, quand il était à terre, par terre, le chien, l'âne le prenait à sa gueule, mais sans lui faire mal, il jouait avec lui comme ça. On avait été obligé de faire un trou dans la porte de l'âne pour que le chien y passe, parce qu'il dormait avec l'âne. Et oui, c'est pour ça que quand on fait pas de mal aux bêtes, eh ben voilà, tout le monde s'entend bien. Dans le moment que j'aurais pu choisir un métier, ben on était occupé avec les Allemands. On avait des femmes qui venaient nous faire l'école, ou alors des vieux qui venaient sur leur bureau puis qui dormaient, parce que les jeunes, ils sont tous partis. Hein. Puis de professeurs, il n'y avait plus rien. L'école normale de Saint-Brieuc, tout était fermé. C'était quelque chose. Oh là, malgré notre jeune âge, quand on a vu les bottes à clous. Oh. Puis après, bon, on s'est un peu familiarisé quand il y a eu les marins, quoi. Comme il y avait le port de Légué, tout ça, il y avait un chalutier belge qui contrôlait les bateaux de pêche. Parce que les bateaux de pêche ont été de suite réquisitionnés par les Allemands. Hein. On travaillait, même pas pour eux, parce que c'était surtout pour la répartition. C'est eux qui mangeaient le poisson. Hein. Les soldats allemands, ils avaient rien. Hein. Ils avaient une gamelle. Mon chien n'aurait pas mangé. Hein. Ils ont jamais voulu faire la guerre, les Allemands, les soldats. C'était des vieux qu'ils envoyaient comme ça. Comme ils étaient trop vieux pour aller en Russie, ben ils les mettaient là. Mais c'est vrai, le soldat allemand, il n'avait pas demandé à y aller. Hein.
ben, je vais vous dire que ça tirait dessus avec la résistance. Hein. On était dans un truc profond, dans une ornière, avec l'âne et puis avec des gens d'Élon qui allaient au VEP l'après-midi. On nous a libérés, mais alors par contre, les gens qui étaient avec nous, qui allaient au VEP, eh ben, ils ont tous été fusillés à Hénon. Et le résistant de la ferme de la Salle à Hénon, il avait 17 ans. Il lui a enlevé les yeux devant ses parents. Vous voyez les bons souvenirs qu'on a. On allait à la grève. Tout était miné, et puis il y avait les fils barbelés. Alors on passait dans la grève, il n'y avait que dans les douves, l'écoulement d'eau, c'était pas miné. C'était en cas de débarquement. Parce qu'ils ont failli débarquer ici, hein, normalement. S'ils se repliaient en Normandie, ils avaient qu'ici pour venir. C'était une issue de secours, mais enfin la Normandie c'était mieux, mais tout était miné et tout, c'était incroyable la baie, les mines et tout il y avait. Ouais, c'était pas gai, hein. Ah ouais, mais ils étaient déjà partis avant la libération, comme ils ont été appelés pour aller sur le front de Normandie, les Allemands sont partis et ils ont laissé que des Russes blancs ici, qui s'étaient engagés dans l'armée allemande. Alors ils ont voulu prendre les fermiers avec les chevaux pour les envoyer du côté de la rue de Brest. Ils savaient pas pourquoi, ils étaient bourrés. Et celui qui les avait saoulés, c'était un vieux bonhomme qui avait fait la guerre 14. Il avait mis du pétrole dans les bouteilles. Mais arrivé sur la route de Brest, pour les boyaux, ben, ils les ont tous relâchés. Mais les Allemands qui étaient prêts à combattre, ils sont partis, quoi. Puis après, il n'y avait rien. Toutes les usines étaient fermées à Saint-Brieuc. Hein. Il n'y avait plus rien qui tournait. Hein. À Cesson, on avait tous nos bateaux de pêche. On n'avait pas le choix à l'époque. C'était la pêche et la terre. J'étais à la pêche. J'ai embarqué comme mousse avec mon père. Et là, je fais la pêche jusqu'à ce que je sois appelé à 19 ans pour faire l'Indochine. Mais engagé sans être volontaire. Ils avaient besoin d'inscrits maritimes. J'ai pas vu l'Indochine, tout ça a été fini. Alors après, ils nous ont envoyés en Algérie, on n'a jamais su ce qu'on a été faire. J'étais à Arzeux, avec la Légion étrangère, et les nageurs de combat. Les Algériens, ils avaient rien, ils pouvaient pas se battre avec quoi. Après, ouais, je suis rentré en France sur les et là, j'ai embarqué sur les escorteurs. Alors sur les escorteurs, j'étais patron de vedette. À l'époque, on apprenait seul. On écoutait les parents, on écoutait tout le monde. Au lieu de critiquer maintenant les parents et tout ça comme ils le font, à l'époque là, c'était pas comme ça. Hein. On les respectait. Hein. Et puis après, j'étais sur les sabliers ici. J'ai fait 13 ans là. On pêchait le merle, c'est de la chaux, du magnésie, c'est tout ce qu'il y a de meilleur comme amendement. Mais c'est bon pour les pays étrangers, mais pas pour les Bretons. Pour les Bretons, il faut mettre de l'ammonitrate, empoisonner les terres. Alors c'est pas rigolo que vous emmenez... Là, le cabossant le plus grand, il ramenait 300 tonnes, on ramenait 300 tonnes par jour. J'allais à Paimpol, autrement au Sable d'Or, et on allait chercher la coquille brisée sur les bancs de 5A, à côté du Cap-Fréhel, pour engraisser les prairies pour les bêtes. Après, les sabliers, j'étais obligé de reprendre la pêche. Et puis comme j'avais 50 ans, j'ai pas voulu acheter un bateau neuf. Je l'avais acheté à Erquy, à l'état d'épave. Et j'en ai fait un bateau pour mettre un moteur qui était vraiment sûr, un moteur Baudouin à DK. Et j'ai fait les coquilles, j'ai fait tout avec. Ça, on la vendait, je vendais aux marailleurs. On arrivait à faire en macro de ligne. Hein. Je faisais plus d'1 tonne par mois. Alors, vous voyez la valeur que c'était, c'est pas vu de filet. Et entre-temps, le vendredi, je faisais la pêche au bar. J'avais une caravelle qui me servait pour mettre mes filets. Et un quart d'heure après, je sortais des bars qui étaient des bars de ligne. Et ça marchait bien dans les restaurants. Hein. J'arrivais à faire 100 kilos dans l'espace de moins d'un quart d'heure. Ah non, si vous avez peur, c'est fini. Hein. C'est pas la peine d'aller, hein. Changer de métier. J'étais dans un tsunami à Saint-Malo. On entendait le vent comme un roulement. Aussitôt, j'ai réagi. Et j'ai mis le bateau le cul dedans, puis ça y est, je dis, on verra bien, on ira. J'étais dans le barrage de la Rance. J'ai réussi à sauver mon bateau dans les bouées de la Rance. J'ai été m'appuyer sur les bouées pour pas aller dans le barrage de la Rance, parce qu'on ne voyait plus la route.
Et je savais que comme il y avait des cailloux, c'était pas la peine de mettre des bouées. On était broyés. Et j'ai réussi à le sauver. Et je parlais en VHF avec ceux du barrage. Et ils m'entendaient à la gare maritime. Et à la gare maritime, il y avait tellement de monde parce que les ferries n'avaient pas pu partir. Alors les gens étaient restés à la gare maritime. Ils entendaient tout. Si bien quand je suis rentré dans la matinée, tout le monde était en train de m'applaudir. Oh ben je dis les vaches, c'est pour eux qui étaient dans le coup. Mais j'avais peur de rien. Non. Je me demandais ce que j'allais faire, quoi. Mais ça durait pas longtemps. Hein. Je vous dis, quand on aime la mer, bon ben on prend tout. On prend le beau temps, on prend le mauvais. Et puis c'est beau, ça bouge, ça vit. Raymonde. Elle a fait pour elle du légué. Je devais pas aller. Hein. On avait été avec mon père, on était à l'île Doris, on a été mettre des filets. Et puis on n'avait rien fait. Puis mon copain il me dit allez, tu viens, on va aller faire un tour à la fête du légué. Oh, je dis non, je suis crevé. Oh, il me dit t'es gonflé, t'avais qu'à pas aller faire le con en mer. Bon, ben je dis on va y aller quand même. Et là j'ai trouvé ma femme sur les autotampons au légué. Ça a été le coup de foudre, c'est le cas de le dire. Je l'ai invitée à venir sur les autotampons, mais elle a cru que j'étais un marin des bateaux. C'était pas tout à fait pareil. Et puis si bien il y avait d'autres gens de Cesson qui étaient là, elle a vu que j'étais quand même, j'étais pas des bateaux, quoi. Et puis après, ben voilà, comment ça s'est passé. Puis bon, ben, je me suis marié tard, puisque je me suis marié à 29 ans, et ma femme avait 31. Je l'ai connue au printemps, et puis après elle est venue à la maison pour le 15 août. À l'époque, j'organisais avec Méheux, le curé, la procession de Notre-Dame de Cesson. Parce que tout marin qui était de Cesson croyait dans la Vierge. C'était la Vierge. C'était pas l'église, on n'allait jamais. On allait pour les enterrements. Eh ben, simple. Et le 15 août, elle est venue, j'ai dit, bah, tu viens chez mes parents, tu veux manger avec eux, mais il dit, je m'excuse, faut que je passe à l'église. Mais je dis, en attendant, tu monteras avec ma mère, et puis tu m'attendras à la sortie de l'église. Mais j'étais parti, puis on était en ciré jaune. Tous les marins, à la portée. Alors là, quand on m'a vu sortir de Cesson avec la Vierge, une fois passée, ben, elle est venue avec nous et tout, parce qu'on est resté à boire un coup, boire une bière, manger les gâteaux avec le curé, avec tout le monde, quoi, tous ceux qui avaient participé à la procession, quoi. Ouais, on a eu 3 filles. Marie-Josée, là, qui elle vient d'être en retraite, et Corinne, la deuxième. La 3e fille, c'est Marianique. Oui, parce que quand elle était jeune, c'est bizarre, je trouvais mon annexe, il était jamais à la même place. Et puis une journée, il y a le pilote qui rentrait à bateau, il m'a dit, ta fille, on commence à en avoir marre, elle est sur les trappes des carreaux. Je dis, quoi? Ah ben, je dis, voilà. Ouais, qu'il dit, elle traverse sous la tour. Ah ben, voilà la vedette qui traversait avec mon calotte. Et puis elle aimait ça, quoi. Elle, c'était les bateaux, quoi. Il n'y a pas besoin de lui dire un geste, ça y est. Avec les filles, tout ça, on était une famille soudée, hein. On n'avait aucun problème. Hein. De la retraite à maintenant, j'ai fait, à 55 ans, j'ai fait quelques jours dans le jardin. Et puis ma femme m'a envoyé dans sa bagnole à voir tous les ports pour acheter un bateau. Elle voulait plus me voir là. Elle me dit, tu vas tourner de fou. Alors bon, ben, j'en ai acheté un, quoi. J'ai acheté le dernier, là, la Marie-Josée. Pêcher, puis on allait se promener aux îles, se pêcher avec les gosses, ou alors si je voyais par exemple qu'il pouvait avoir des dauphins, j'allais aux dauphins, ou alors je prenais le bateau, et là on partait à Saint-Malo. C'était un ancien bateau en plastique, avec l'intérieur on l'avait décollé. Il était plus lourd que les bateaux en plastique, quoi. Mais alors, oh, il adorait le mauvais temps, ce bateau-là. Là, il torchait. Là, il filait. Ah oui, la voile, c'est plus joli quand même. Vous n'avez pas un bruit. Là, vous avez votre bateau qui gîte, vous le sentez trembler de partout quand il fait mauvais.
La vie de maintenant, non, elle est pas belle. Ils sont en train de détruire le pays, quoi. Après, ils se plaignent, il y a des orages, il y a ci, il y a ça, mais ils sont en train de le détruire. La terre, elle est morte. Il n'y a plus un ver dans la terre. Les vers qui étaient mis dans la terre, c'était pour quelque chose. Ça faisait du gruyère. Ça mouillait la terre, ça la remuait. Non, on escanne tout, pour quoi faire? Pour être suralimenté, pour en manger plus que l'autre. Mais avant, j'avais tous mes légumes, tous les patates et tout ça. Tout en faisant la pêche, on avait quand même tous nos légumes. Je savais les légumes que je mangeais. Il n'y avait que du goémon qui allait dans le jardin. Hein. Il n'y avait pas d'autre chose. Hein. On n'appelait pas ça bio, mais on savait ce que c'était, quoi. C'est ainsi que s'achève cet épisode. Merci à Benjamin Brotte pour l'habillage sonore et le mixage de ce récit de vie. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager et à laisser 5 étoiles. À très vite!